Au dîner de Noël, debout sur le paillasson de la maison exiguë et humide de mes parents, la pluie trempant mon manteau, j'écoutais à travers la porte en chêne leur complot pour s'emparer de mon loft à 350 000 $ autour d'un pot-au-feu. Mes parents, Richard et Suzanne, approuvaient d'un signe de tête, tandis que ma sœur Sabrina s'essuyait les yeux, jouant à la victime fragile avec une aisance déconcertante depuis l'enfance. Mon beau-frère Blake, la voix empreinte d'une confiance usurpée, affirmait que Sabrina n'avait pas besoin de son propre espace, tandis que mon père détaillait les failles juridiques qui rendraient l'expulsion impossible pendant des mois. Je restais figé, calculatrice, sans éprouver ni colère ni choc, seulement la froide lucidité de quelqu'un qui avait passé sa vie à évaluer les risques. Je poussai la porte, le visage impassible, comme pour une fête. « Joyeux Noël !» dis-je, tombant dans le piège qu'il pensait avoir tendu. Un silence de mort s'installa. 4 visages se tournèrent brusquement vers moi, la panique les traversant un instant avant que les sourires ne réapparaissent. Ma mère s'occupait de Sabrina, m'ignorant complètement, moi trompé jusqu'aux os. J'ai compris que je n'étais ni une fille, ni une sœur, ni même un être humain. J'étais une ressource, un pilier financier, une agence de logement, un bien gratuit à exploiter. Assise au fond de la pièce, je les ai laissés commencer leur argumentaire. On aura juste besoin de votre loft le temps que le bébé arrive. J'écoutais, laissant mon esprit vagabonder sur la liste de tous les dollars que j'avais investis dans leur vie. Des start-ups ratés, des déficits de retraite, des renflouements de cartes de crédit. Ils ne demandaient pas. Ils exigeaient, misant sur mon conditionnement, ma politesse, ma soumission. Mais je n'étais plus sur la défensive. J'ai bu une gorgée d'eau, laissant le silence étirer. Puis j'ai souri et dit « Et le loft est paisible. Parfait pour une chambre de bébé. La lumière naturelle est apaisante. » Il rayonnait, persuadé de m'avoir convaincu. J'ai tendu à mon père une bouteille de vin à 300 $, feignant la générosité, sachant pertinemment qu'elle servait de sédatif aux parasites inconscients qui allaient hériter de ma maison. 1 heure plus tard, je suis parti, l'humidité suffocante ayant laissé place à la pluie de Seattle, et je suis retourné à mon loft pour visionner les images de vidéosurveillance de 2 jours auparavant. Mon père était entré avec une clé qu'il avait subtilisée, Blake mesurant les murs, prévoyant de détruire mes briques à main nue, ma restauration minutieuse réduite à néant, mon sanctuaire profané. Le soir même, j'ai appelé Julien, le capital risqueur, et j'ai vendu le loft 60 000 $ en dessous de sa valeur marchande, avec une clause de démolition sous 48 heures, sachant qu'il m'avait sous-estimé. Les 2 jours suivants, j'ai transféré tous mes biens de valeur dans un entrepôt climatisé, sous une SARL cachée à mes parents, ne laissant subsister que l'illusion d'un loft meublé. Je l'ai mis en scène avec des meubles cassés, des matelas informes et des appareils électroménagers qui fuient, un théâtre de délabrement masquant l'absence de véritable valeur. Dans le dressing, j'avais laissé 4 boîtes emballées dans du papier doré, étiquetées à leur nom, ne contenant que des factures, des relevés de prêts et des attestations de résiliation pour toutes les dettes que j'avais prises en charge, les arriérés de pension de mon père, la carte de crédit de ma mère, le projet de crypto-monnaie raté de Blake et l'assurance maladie de Sabrina. Un mot sur mon papier à lettres disait « Bienvenue chez vous. Installez-vous confortablement. Vous avez bien mérité tout ce qui vous arrive. » Le 28 décembre, j'ai assisté à leur emménagement à distance, dans une ignorance béate. Des boîtes à pizza jonchaient le sol. Blake bavait sur le canapé imprégné d'odeur de chien. Sabrina se plaignait des matelas bosselés. Suzanne s'inquiétait pour de l'argent qu'il n'avait jamais gagné. À 10h02, la porte s'est ouverte brusquement sur Marcus Stone, chef de la sécurité, à la tête d'une équipe de démolition armée de masses et de barres de fer. « Vous êtes en train de pénétrer illégalement sur un chantier », a-t-il déclaré. Ma famille s'est figée, la panique s'emparant d'elle. Le premier coup de marteau a fracassé le plaque de plâtre. Cris, protestations et confusion ont éclaté tandis que les murs s'effondraient, emportant avec eux leurs droits acquis. Ils ont déchiré les cartons, pour y découvrir des décennies de factures, des prêts annulés et des services résiliés. Les conséquences de leur dépendance s'abattaient sur eux avec le poids de l'inéluctable. Témoin de leur chaos, j'éprouvais une fascination clinique, un détachement presque clinique. J'avais non seulement repris possession de mon espace, mais aussi pris ma retraite du rôle de soignante bénévole, de bouée de sauvetage financière, de soutien émotionnel. Des mois plus tard, à Kyoto, assis sur l'angawa de ma machia, j'ai lu une lettre de Sabrina détaillant leur expulsion du sous-sol de la mère de Blake, l'effondrement de leur filet de sécurité financière et les répercussions sociales de leur humiliation publique. Pour la première fois, je n'ai rien ressenti, ni colère, ni culpabilité, seulement une satisfaction tranquille. J'avais vendu un appartement. Certes, mais plus que cela, j'avais repris ma vie en main, mon autonomie, mes ressources. J'ai vérifié les fiducies que j'avais créées pour mes neveux,
irrévocable, sécurisé, protégé, assurant leur avenir tout en coupant l'accès de mes parents à leurs biens. J'ai fermé mon ordinateur portable, écoutant la pluie fine, le seul son qui comptait. Mon refuge n'était plus un lieu, c'était ce silence, cette paix. Mes parents avaient tenté de me prendre ma maison, ma stabilité, le fruit de mon travail. En retour, je ne leur ai rendu que ce qu'ils avaient vraiment mérité, les conséquences de leurs actes.